Nina est née en Caroline du Nord, États-Unis. Elle était le 6e enfant de la famille, composée de 8 enfants. La chose la plus chère de la maison était un piano énorme et très ancien. Simone a commencé à apprendre à jouer le piano à l'âge de 3 ans. La toute première composition musicale qu'elle a pu apprendre était « God be with you, till we meet again ». Montrant sa bonne créativité, Nina a commencé à se produire dans l'une des églises locales. Cependant, sa première performance de concert a eu lieu à l'âge de 12 ans. Un peu plus tard, Nina a dit que son père et sa mère, qui ont d'abord pris place dans la rangée la plus proche, ont dû se rendre à l'arrière, afin de libérer de bonnes places pour les Blancs. Nina a refusé de jouer jusqu'à ce que ses parents ne soient pas autorisés à prendre les premières places. Par la suite, cet incident a pu contribuer au fait que Nina Simone ait participé à un mouvement qui concerne les droits civiques. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Simone a passé l'été à la Juilliard School de New York, se préparant à son objectif ultime, entrer dans le prestigieux Curtis Institute of Music. Elle était si confiante d'être acceptée que ses parents ont déménagé à Philadelphie pour se rapprocher du conservatoire de ses rêves. Elle a été dévastée lorsque le programme l'a refusée et pour le reste de sa vie, elle a estimé que l'appartenance raciale avait joué un rôle clé en disant « Je savais que j'étais assez bonne, mais ils m'ont refusé. Et il m'a fallu environ 6 mois pour réaliser que c'était parce que je suis noire. À l'époque, je ne pouvais pas survivre à cette discrimination. » Cherchant désespérément un travail, elle a finalement trouvé un emploi de pianiste à Atlantic City, en changeant son nom à Nina Simone, afin que ses parents ne sachent pas qu'elle travaille dans des boîtes de nuit, car elle ne l'approuvait pas. L'un des premiers employeurs était prêt à l'accepter seulement si elle acceptait de chanter et de jouer du piano en même temps, et elle a commencé une période de réinterprétation musicale. Elle a combiné un amour profond pour la musique classique avec le jazz, le swing et la musique populaire de cette époque. Mais en commençant à construire sa carrière, elle a délibérément évité le racisme, le sexisme et d'autres sujets politiquement colorés dans sa musique. Et elle semblait négliger la musique folklorique et protestante qui est devenue la bande originale du mouvement des droits civiques. Mais si Simone évitait la politique sur scène, elle devenait de plus en plus politique en dehors de la scène. Vivant à New York, elle se lie d'amitié avec des leaders de la culture noire et des écrivains tels que James Baldwin, Langston Hughes et Lorraine Hansberry. Nina Simone et Hansberry ont rapidement établi un lien étroit et le dramaturge, dont la pièce a exploré les difficultés de la vie des Noirs dans l'Amérique du XXe siècle, est devenu une sorte de professeur pour elle. Comme Nina l'a écrit plus tard, « Nous n'avons jamais parlé d'hommes ou de vêtements. C'était toujours Marx, Lénine et Révolution, de vraies conversations de filles. » Une tragédie meurtrière a poussé Nina Simone à l'activisme. Le dimanche 15 septembre 1963, 4 jeunes filles noires fréquentant l'école du dimanche ont été tuées dans une explosion perpétrée par des extrémistes blancs dans une église baptiste de la 16e rue à Birmingham, Alabama. Simone, qui se préparait pour la prochaine série de performances en club, était attristée par le chagrin et l'indignation. Plus tard, elle a admis que son premier instinct était la violence. « Au début, j'essayais de me faire une arme. J'ai rassemblé quelques documents. J'allais en enlever un et je me fichais de qui ce serait, a-t-elle déclaré plus tard. Mais sur l'insistance de son mari d'alors, elle a versé sa colère et son chagrin dans la musique. En moins d'1 heure, elle a écrit l'une de ses chansons les plus célèbres, Mississippi Goddam, dont le titre a été inspiré en partie par l'assassinat du leader des droits civiques Medgar Evers. Le rythme effréné de la chanson n'a pas réussi à contenir les tensions de son texte, qui condamnait le lent développement de la justice raciale en Amérique et l'oppression et la violence persistante des Noirs américains depuis des siècles. Dans les années qui suivront, elle reviendra sur les paroles de la chanson et la révisera pour inclure des cas plus récents d'injustice raciale dans les villes du pays. La réaction à la chanson a été mitigée. Beaucoup de l'auditoire majoritairement blanc devant lequel Nina Simone s'exprimait au début ne comprenait pas la gravité de la situation qu'elle décrivait. Chez d'autres, en particulier dans le Sud, la réaction a été beaucoup plus aiguë. Il y a eu des protestations, la chanson a été interdite dans plusieurs États et il y a eu de nombreux cas de personnes détruisant des copies du disque lui-même. Beaucoup d'Afro-Américains ont applaudi Simone pour avoir exprimé leur douleur et leur souffrance. Comme l'a dit plus tard le comédien et activiste Dick Gregory, « Si vous regardez toutes les souffrances endurées par les Noirs, aucun d'entre eux n'oserait dire « fuck Mississippi ».
Nous voulions tous le dire. Mais Simone l'a dit pour tout le monde. La chanson a fait sensation en particulier parmi les organisateurs, noirs et blancs, qui ont inondé le Mississippi l'année suivante pour diriger la campagne d'inscription des électeurs noirs, connue sous le nom d'été de la liberté du Mississippi. À ce moment-là, Simone avait déjà commencé à s'engager activement dans l'art du chant et avait même convenu avec ses employeurs qu'il ne saurait pas seulement jouer du piano, mais aussi chanter, improviser et s'accompagner. Ainsi, presque par hasard, la carrière de la célèbre chanteuse a commencé. Comme beaucoup d'autres femmes afro-américaines, Nina Simone a été très émue par la lutte de la population noire américaine pour ses droits légaux dans les années 1960. Nina Simone connaissait bien Martin Luther King. Bien sûr, ce thème plutôt triste se reflétait dans le travail créatif de l'interprète. Avec la catégorisation absolue qui caractérisait si bien Nina, elle exprimait ses pensées avec acuité et sincérité, comme peut-être personne d'autre. En 1961, Nina est devenue la femme d'un détective nommé Andy Strew, et un an plus tard, ils ont eu une petite fille. Cependant, dans les années 70, la chanteuse a commencé à avoir des difficultés financières. Nina a divorcé d'Andy, qui était aussi son manager. Après cela, elle a décidé de s'occuper elle-même de ces questions. Un peu plus tard, Simone a commencé à aider son frère nommé Sam Waymon. Mais, elle ne pouvait souvent pas faire face aux problèmes du plan financier. Ces dernières décennies, elle a vécu à l'étranger. En 1974, après des années de lutte contre la fiscalité sur le remboursement des impôts, elle a refusé de les payer, en particulier pour protester contre la guerre du Vietnam. Et parce que sa carrière d'enregistrement était en déclin, Simone a quitté l'Amérique. Elle a vécu au Libéria, puis s'est installée en France, où ses difficultés financières et émotionnelles se sont aggravées. Elle était de plus en plus déçue par l'état des relations raciales aux États-Unis, déplorant la mort d'éminents dirigeants du mouvement des droits civiques et ce qu'elle considérait comme le déclin de ce mouvement. Malgré la montée momentanée de l'intérêt pour sa musique dans la décennie qui a précédé sa mort en 2003, l'héritage de Nina Simone, en tant qu'artiste musicale et pionnier des droits civiques, est souvent resté au-delà des livres historiques. Au cours des dernières années, sa contribution a été estimée, avec de nombreux livres et documentaires mettant en valeur son talent incomparable et sa contribution à la lutte pour l'égalité raciale et entre les sexes. Comme elle l'a noté dans ses mémoires, « Quand je serai parti, je saurai que j'ai laissé à mon peuple quelque chose sur lequel il pourra construire sa vie. C'est ma récompense. »